Bonjour, je vais vous parler de Zelda. Zelda est un jeu très ancien qui est toujours en évolution. Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild est un nouveau Zelda qui a aidé à vendre la nouvelle console, la Nintendo Switch. Ce jeu a été un grand succès. Il a beaucoup été vendu. Zelda, les débuts. Au début, c'était moche, non? Et aussi, il y avait plein de bugs. Le gameplay n'était pas si bien non plus. Le but des jeux Zelda. Le but de ces jeux est de sauver la princesse Zelda qui, évidemment, te donne que un grand merci. T'aurais pas dû l'aider. Tu t'es fait friendzoner. Mais maintenant, dans le nouveau Zelda Breath of the Wild, c'est mieux. C'est un open world. Un des plus grands jamais connus. Tu peux finir le jeu juste en battant Ganon et 0 autres boss. C'est cool ça. C'est plus facile à speedrun. Zelda Ocarina of Time. Zelda Ocarina of Time est un incontournable des Zelda. Au début, nous devons aller voir l'arbre Mojo qui nous apprend que Hyrule est en danger. Puis nous allons voir Sarah dans les bois perdus et nous pouvons aller dans la plaine d'Hyrule. Où nous faisons le temple d'eau et de feu. Et nous pouvons enfin devenir grands. Où nous allons faire le temple de l'ombre, d'eau, de feu, le temple des Gerudo, et nous allons finir le jeu en tuant Ganon, et le jeu est fini. Cocorico. Cocorico est un village incontournable de Zelda Ocarina of Time. Il est le village mythique de ce jeu. Sheik n'est pas un vrai personnage. C'est Zelda, mais il est caché derrière ce costume. Au départ, on est Link, un jeune Kokiri, mais l'arbre Mojo nous demande de sauver Hyrule et on part de chez nous. Quand on grandit, on devient plus fort, mais les autres Kokiri pensent qu'on les a trahis. Mais c'est faux, on a juste été téléportés 7 ans après, où on n'a rien pu faire pendant ce temps. Dans le temple de l'eau, on affronte Dark Link. C'est assez difficile de se combattre soi-même. Sur Nintendo 3DS, au moins, il y a le jeu en Master Quest, où les énigmes des donjons changent, et ce qui est normalement à droite va à gauche. Je vous laisse maintenant avec Mister Histo, qui va vous parler, enfin, de Louis XIV. Salut, je suis Mister Histo et je vais vous parler de Louis XIV. Ça y est, la plus longue vidéo d'histoire de cette chaîne a commencé. Louis XIV est né le 5 septembre, il a commencé à régner en 1643 à 4 ans et demi. Oui, il n'a pas vraiment régné vu qu'il avait 4 ans et demi. La régence est faite par sa mère Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin. Il est sacré le 7 juin 1654, mais il ne régnera pas encore et continuera la régence. Il commence vraiment à régner à la mort de Mazarin le 9 mars 1661. Quelques mois après, le roi fait arrêter Fouquet, car Louis est jaloux du château que Fouquet a fait construire. C'est le château de Vaux-le-Vicomte. En 1664, le duc de Saint-Aignan organise à Versailles une grande fête autour des thèmes des plaisirs de l'île enchantée. Louis XIV y participa sur scène déguisé en soleil. C'est d'ailleurs pour ça que le soleil est son symbole. En 1668, les jardins de Versailles sont ouverts à la cour. Une fête somptueuse est organisée. Cette année, il y a aussi le traité d'Aix-la-Chapelle qui met fin à la guerre de dévolution. En 1675, un grand maréchal, Turenne, meurt au combat à Salzbach. En 1682, la cour peut enfin s'installer à Versailles. Mais les courtisans n'aiment pas le château encore en travaux. Le roi, par contre, aime beaucoup son palais. En 1685, Louis révoque l'édit de Nantes signé par son grand-père Henri IV. Cet édit disait que la religion protestante était tolérée. En 1690, les Huguenots, ce sont des protestants, fuient en Amérique ou en Afrique ou dans d'autres parties d'Europe. En 1709, un hiver glacial tue 600 000 de ses sujets.
En 1711, le fils du roi est mort. L'année suivante, c'est le petit-fils du roi qui meurt. Enfin, en 1715, Louis XIV meurt d'une gangrène. Après une longue vidéo d'histoire, il y aura une longue vidéo sur les 3 meilleurs jeux FPS de Star Wars. Ok. Bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de, selon moi, les 3 meilleurs FPS de Star Wars. Et donc je vais donc commencer avec celui que je passe en numéro 3. Alors j'ai pas joué à beaucoup de FPS Star Wars et il y en a beaucoup. Mais je vais parler des 3 plus emblématiques. Celui-là, peut-être que certains les auront reconnus si vous aimez les jeux vintage, est le premier Star Wars Dark Force. En tout, il y en a eu 4 et à la fin, c'est totalement nul. Mais le premier avait déjà une très bonne idée. L'histoire, c'est qu'on incarne un mercenaire, ancien officier impérial du nom de Kyle Katarn, qui est un peu le Chuck Norris de Star Wars. Vous pouvez courir à 100 km/h, vous pouvez vous trimballer avec 10 armes différentes, des centaines de munitions, vous êtes quasiment invulnérable et vous pouvez revivre. Et vous allez parcourir de nombreux planètes de l'univers Star Wars, dont la moitié ne sont plus canon maintenant, pour essayer de mettre la main sur des informations sur le nouveau projet d'armes destructrices de l'Empire, à savoir une armée de robots capables de détruire des bases en quelques secondes. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Star Wars, ils avaient essayé de faire une arme qui détruisait des planètes et ça n'avait pas réellement marché. Du point de vue du fait que ce soit un FPS, c'était les bons vieux jeux FPS à la Doom, où vous évoluez dans un labyrinthe où vous vous y retrouvez même pas, et où la moitié du niveau est cachée à vos yeux, et vous êtes obligé de jouer des centaines de fois à ce jeu pour découvrir tous les passages secrets qui existent. C'est vrai que ça peut sembler comme un jeu vieillot, mais il faut savoir que c'était l'un des premiers jeux dans lesquels vous pouvez actuellement lever la caméra. Alors, on le verra à un moment, c'était un jeu où, même pas avec la souris, c'est un jeu sur manette, mais c'était en utilisant des touches directionnelles qu'on pouvait lever et baisser la caméra. Le moteur de jeu avait été créé pour qu'en fait, il n'y ait pas réellement de teaser, les tirs vont aller vers les ennemis qui se trouvent plus ou moins au centre de votre écran, ce qui est dans une sorte de grande barre verticale. Ce qui fait que les ennemis qui étaient en hauteur et en bas étaient automatiquement attaqués lorsque vous tiriez devant vous et vos lasers allaient en haut, en milieu ou en bas selon les ennemis que vous vouliez attaquer. Et vous pouviez en fait lever et baisser la caméra pour influencer la direction des tirs si vous vouliez plus vous concentrer sur une cible en hauteur ou en bas. Surtout que les boss de ce jeu ont tendance à être des robots tueurs volants et c'est parfois utile de savoir tirer en l'air. Ce jeu utilisait de nombreuses mécaniques très développées entre des munitions pour de nombreuses armes, des armes qui utilisent les mêmes munitions, une barre de bouclier, une barre de vie, des nombres de points de régénération et des points de capsule d'énergie pour pouvoir utiliser tout ce qui est lampe frontale, lunettes infrarouges, des principes d'objets qu'on pouvait récolter au fur et à mesure on peut appeler ça une aventure, de toute la campagne du jeu. Un seul mode de jeu, à savoir faire des missions, 3 modes de difficulté et puis des capacités à choper un masque à gaz pile poil lorsque vous en avez besoin. Parce qu'ils ont mal codé leur jeu. Alors, comme vous pouvez le voir sur mon écran, là vous allez le voir, je suis en train de courir à 100 km/h et ça s'appelle les bons vieux jeux de 1995. Ce jeu peut paraître vieux, mais là il faut savoir que j'ai les graphismes au maximum. Si vous baissez les graphismes, vous allez avoir un truc qui est encore plus horrible que la tour de votre grand-mère parce que ce sera tellement pixelisé que vous allez regretter les vieux Pokémon. Comme vous le voyez, ce niveau qui est sur la planète Anoat, une planète qui est plus ou moins canon car elle est mentionnée dans l'épisode 5, est juste une énorme planète d'égout vidange. Et j'ai dû activer des centaines de leviers dans un ordre, je sais même pas s'il est particulier, pour pouvoir lever le niveau de la boue à un bon endroit pour accéder à la seconde partie du niveau. En l'occurrence, quand j'ai commencé la vidéo, j'avais déjà fait la moitié du niveau. Donc sinon, ce niveau dure à peu près 12 minutes comme vous le connaissez bien. Comme vous le voyez, on n'y voit rien parce qu'on est dans des égouts. Et ça me permet aussi de voir, vous voyez, j'ai levé la caméra pour que mes tirs aillent vers le robot au lieu d'aller en dessous. Parce que leur système de tir qui vont automatiquement vers les ennemis n'est pas optimal. Comme vous pouvez le voir, les lasers produisent de la lumière. C'est un truc qui va être un peu abandonné dans les jeux vidéo et puis qui va revenir. Mais qui a été super sympa, surtout quand on commence ce jeu et qu'on se rend pas compte qu'on peut utiliser une lampe frontale et qu'on est dans des endroits particulièrement sombres et qu'on s'amuse à tirer partout pour voir où on va. Et on voit les ennemis qui sont juste devant nous et ça fait screamer et c'est tellement drôle. Ce jeu est sorti avant la sortie de l'épisode 1, 2 et 3, mais après la sortie de l'épisode 4, 5 et 6, je crois aussi. Ce niveau est l'un des nombreux niveaux du jeu qui sont absolument horribles lorsque vous les commencez. En l'occurrence, je vous l'ai dit, c'est un principe de levier. Et vous avez ces sortes de choses qui s'appellent les plateformes.
À l'époque, la plupart des premiers jeux étaient des jeux de plateforme, et donc lorsque ces premiers FPS sont semi 3D, parce que si vous avez remarqué, les ennemis sont actuellement en 2D, vous aviez toujours ces moments où il fallait sauter. Et c'était totalement infernal. Bon, moi je m'y connais parce que j'ai dû faire cette vidéo 14 000 fois avant que je me casse pas la figure. Mais la plupart du temps, c'était très très douloureux, surtout vers la fin du jeu, de devoir sauter sur des plateformes inatteignables, en sachant qu'en fait c'était pas là où il fallait sauter. Mais personne n'était là pour vous le dire. C'était des jeux inspirés par les vieux Doom et tout ça. Et là, nous allons aborder donc celui que je considère comme étant le deuxième meilleur FPS Star Wars auquel j'ai joué, qui est le légendaire second Star Wars Battlefront non, le premier Star Wars Battlefront 2, donc le second Battlefront en date. C'était donc un jeu qui était dans la lignée des Battlefield, à savoir des équipes en l'occurrence de 32 joueurs s'affrontent sur un immense champ de bataille pour prendre des postes de commandement à laquelle on pouvait apparaître. Et d'ici là, vous avez le droit à une super bataille. Vous pouvez choisir votre classe de soldats si vous voulez rentrer dans un tank. Donc par exemple, là j'ai pris des droïdes sur la planète de Geonosis et je suis dans un tank totalement ridicule en train de balancer des grenades à la tête de clones qui ne peuvent strictement rien faire. Ce jeu avait aussi des modes de difficulté, mais c'est assez amusant d'en parler parce que depuis que j'ai commencé le jeu, j'y ai joué en difficile et je n'ai presque jamais perdu une bataille, même en m'amusant à jouer avec un pistolet et en tirant dans les jambes des ennemis pour leur faire aucun dégât. Je trouvais des moyens de gagner. Contrairement au premier Battlefront, le second Battlefront ajoutait le principe de héros jouables. Dans le premier, on pouvait avoir des héros, mais ils étaient invincibles, ils vous renvoyaient vos lasers dans la figure et ils tuaient personne parce qu'ils pouvaient pas courir. Et que leur coup de sabre laser, et ben, leur adversaire reculait, et comme l'adversaire attaquait à distance, et ben, le héros ne pouvait pas le tuer et il tapait dans le vide. Ce qui était très drôle. Dans celui-là, il y avait plusieurs systèmes qui permettent d'avoir des héros. Vous pouvez les modifier dans la création de partie pour configurer comment vous voulez obtenir votre héros, et vous pouvez avoir un héros. Je ne crois pas qu'on va le voir dans cette vidéo là. Et le héros étant quelqu'un qui a une barre de vie qui s'épuise au fur et à mesure mais qui regagne des PV lorsqu'il tue des gens. Le Battlefront 2 a ajouté un système de classe spéciale comme celle que je suis en train de jouer là, le Mania Guard, et celle qui était à ma droite, le Droïdeka, qui ne peuvent être débloqués que si vous marquez un certain nombre de points. Pour marquer les points dans Battlefront, il faut tuer des gens, prendre des postes de commandement, exploser des véhicules. Et je crois que c'est la seule manière. Ces classes spéciales sont en principe plus puissantes que les classes de base. Mais comme vous le voyez, j'ai mon sort de pistolet qui balance des roquettes et ça sert à rien parce que ça explose pas dans l'eau. Enfin, c'est quelque chose dont ils étaient assez fiers, genre quand on tire dans l'eau, ben, ça explose pas. Ils en étaient très fiers et ça révélait être très con. Dans le jeu Battlefront 2 ajoutait aussi un principe de récompense, ce que vous verrez sûrement dans cette vidéo, j'espère. Qui, par exemple, quand vous prenez une des armes des classes de base, donc les classes qui vous demandent pas de tuer 12 millions de personnes avant de les obtenir, si vous faisiez un certain nombre de kills avec, ou si vous accomplissiez un certain objectif avec, vous aviez une arme spéciale. Là, par exemple, ce super droïde de combat, j'espère qu'on le verra, a déjà débloqué cette arme spéciale. C'est ce qu'on appelle des médailles. On a accompli une sorte de mini-objectif et on a un mini-bonus pour le restant de la vie, dans laquelle on a accompli l'objectif. Et si on accomplit 64 fois cet objectif durant toute notre carrière, et ben on a ce bonus constamment. Donc là vous voyez mon super droïde de combat a changé son arme de base en un super blaster qui tire 3 tirs à la fois et qui one-shot tout le monde. Ça c'est parce que j'ai obtenu le bonus d'avoir un super blaster plus 64 fois. En l'occurrence je crois que je l'ai eu 200 fois. J'ai beaucoup joué à ce jeu. Ces armes supérieures étaient souvent très puissantes. Et en sachant qu'un autre bonus qui s'appelait le bonus héros, qui consistait à marquer 36 points en une vie, vous donnez un bonus de dégâts. Ça rend ce super droïde de combat plus puissant que n'importe quel héros que vous pourrez jamais obtenir dans le jeu. Vous le verrez après, ce jeu est aussi un jeu qui comportait des batailles spatiales. Les batailles spatiales c'était quelque chose assez drôle et je vais le présenter juste après. Ce jeu présentait aussi une campagne. Alors c'était une campagne très différente du premier Battlefront. Dans le premier Battlefront, si on retraçait des batailles qu'on avait vues dans l'univers Star Wars, celui-là avait vraiment été bien plus intéressant. Et là vous le voyez, il y a nombre d'unités, il y en a 2, le maximum c'est 4. Il y a 4 unités, il y a déjà 4 unités de droïdeka déployées. Je peux pas jouer le droïdeka donc je vais reprendre mon petit technicien droïde. Dans la campagne, on incarne un clone et en fait on va voir toute la guerre des clones et après la guerre civile galactique à travers ses yeux. C'est-à-dire on va voir les yeux d'un clone qui va raconter ses mémoires, commençant par la bataille de Geonosis où il a bien failli croire y rester, jusqu'à être intégré dans la légendaire Légion 501, la 101e Légion de clones, qui va être une légion spécialement au service du chancelier Palpatine et qui va exécuter des missions au dos des Jedi assez spéciales. Et au fur et à mesure que la campagne avance, on se rend compte que les clones peuvent
berner les Jedi. Et là vous pouvez voir, j'ai réussi à faire je sais pas combien de kills avec un fusil de chasse, et j'ai un nouveau fusil de chasse qui normalement fait plus de dégâts. Et quand je me suis fait tuer, vous l'avez pas eu plus que ça. Et donc dans cette campagne, on va au fur et à mesure berner les Jedi avec nos clones, jusqu'à la fin, l'un des seuls jeux, je crois, qui présente cette partie de l'univers Star Wars, une légendaire mission de l'Ordre 66, dans laquelle on va entrer dans le temple Jedi et exterminer tous les Jedi. Et vous allez vous rendre compte que Anakin, en fait, il était pas si puissant que ça. Et la seconde partie de la campagne, on joue un clone qui va lutter contre ces saletés de terroristes rebelles jusqu'à la dernière mission de la campagne, qui est la bataille de Hoth, qui est pas si facile que ça à vrai dire, parce que lorsque vous avez Darth Vader, vous faites one shot par tout le monde, et dans laquelle votre personnage sera persuadé que la guerre sera finie et que c'était la dernière bataille et qu'on avait éradiqué les rébellions. Le seul problème, c'est comme il a pas regardé Star Wars 5, il sait pas que c'est pas fini en fait, parce qu'il y en aura un 6ème. Et après il y aura encore une autre trilogie avant pour raconter l'histoire qu'on a appris avant dans la campagne. Mais ça c'est parce que George Lucas il avait aucune notion de la chronologie, il devait tenir dans l'histoire géographique. Et là on va voir les batailles spatiales. Donc, les batailles spatiales, donc dans Battlefront, dans les parties de base on choisit notre camp. Dans les batailles spatiales on a deux classes, le pilote qui peut régénérer la vie des vaisseaux qu'il porte, et le fusil qui régénère pas la vie des vaisseaux qu'il porte mais qui est juste totalement blindé à l'armement. C'est l'un des rares jeux qui introduit les batailles spatiales, bien que on verra ça dans d'autres jeux Star Wars, tels que les jeux centrés sur les batailles spatiales, tels que TIE Fighter, X-Wing Fighter, Fighter Squadron, Rogue Squadron, ou bien d'autres jeux de bataille spatiale, tels que je crois légendaire Wing Commander, et le MMO Freelancer, et j'espère qu'il sortira bientôt, le MMO Star Citizens. Contrairement au nouveau Star Wars Battlefront, tel que le nouveau Star Wars Battlefront et le nouveau Star Wars Battlefront 2, lorsqu'on est dans une bataille spatiale, on commence comme mec à pied dans votre vaisseau, pendant qu'il y a le speaker qui est en train de vous raconter la vie de la bataille spatiale, à savoir courez partout, prenez vos vaisseaux. Comme vous le voyez, vous êtes à l'intérieur du vaisseau, vous courez pour essayer d'attraper un vaisseau, c'est le premier venu, premier servi. Vous sautez dans le vaisseau que vous voulez, entre les bombardiers, les intercepteurs, les chasseurs et les gros transporteurs. Et hop, vous sortez du hangar, décollez et partez dans l'espace. Moi j'ai toujours beaucoup aimé les batailles spatiales avec le principe que vous pouvez avoir des torpilles à protons, un principe de ciblage, cruise partout et tenter d'échapper aux ennemis. Et surtout avec ce principe de points. Quand vous tuez des ennemis à pied, je crois que vous marquez 1 point. Quand vous tuez dans un chasseur, vous marquez un peu plus de points. Si vous détruisez une des frégates, par exemple là que mon X-Wing tente désespérément de l'attaquer, vous marquez d'autres points. Lorsque vous détruisez le bouclier ennemi, ça change rien, mais vous pouvez attaquer les systèmes vitaux du croiseur ennemi depuis l'extérieur pour marquer des points à chaque destruction. Vous pouvez aussi aborder le vaisseau ennemi avec votre vaisseau, pour pouvoir zigouiller tout le monde à l'intérieur, marquer les points et détruire tout ce qui va être réacteur, système de survie, même les tourelles automatiques qui vont vous mettre la misère parce que c'est des tourelles qui ne vous loupent jamais et si vous passez à côté vous êtes définitivement mort avant que vous réussissiez à les détruire pour marquer les points et c'est déjà beaucoup quand même. Étant donné qu'il y a 2 classes possibles, 4 classes de vaisseaux différentes, 3 batailles différentes pour chaque ère, et les capacités de détruire les frégates, d'aborder le vaisseau ennemi, de rouler tout autour, d'essayer de défendre votre vaisseau, passer à l'attaque, switcher entre les deux, switcher entre les 2 classes et les 4 types de vaisseaux pour 8 façons de vivre la bataille différentes. Je pense qu'on s'amuse beaucoup dans les batailles spatiales. Le grand truc des batailles spatiales, c'est que c'était un énorme truc de l'univers Star Wars. Et c'est ça ce qui a rendu ce premier Battlefront 2 légendaire. Moi j'aimais beaucoup le premier Battlefront 1, en vrai, même je le préférais au premier Battlefront 2 parce que dans le premier Battlefront 1, on a actuellement un vrai viseur et pas cet énorme rond qu'on a au milieu de l'écran, c'était vraiment un truc assez petit, assez précis, c'était sympa. Mais les batailles en l'air étaient tout simplement n'importe quoi, vous pouviez pas tourner votre vaisseau dans tous les sens, il était obligé de rester parallèle au sol, ce qui était très énervant. Vous aviez des tourelles antiaériennes que vous pouviez à peine détruire et qui vous limitaient la misère. Et surtout, il y avait des limites de taille de zone qui faisaient qu'à chaque fois que vous vouliez faire un looping, vous aviez un message qui vous disait « Vous quittez le champ de bataille, revenez ou vous serez exécuté, espèce de lâche ». Donc c'était super sympa. C'est pour ça que je me suis remis à jouer au Battlefront 2 en vrai, c'est parce que j'avais envie d'avoir la bataille spatiale. C'est vrai que dans les nouveaux Battlefront, on dit souvent que les batailles spatiales sont tellement mieux, mais dans les nouveaux Battlefront, vous pouvez pas détruire les frégates ennemies, vous pouvez pas actuellement sauter dans vos vaisseaux et décoller pour aller attaquer les ennemis. Vous avez pas tout ça. Vous êtes obligé de directement sortir de nulle part, d'admettre des glitches et tout ça. Bon, il est vrai que Battlefront 2 avait ses défauts. Il n'y a pas de héros dans les batailles spatiales, certaines cartes ne fonctionnent pas. Si vous avez rayé votre disque, c'est fini, mais ça c'est le problème des CD. Mais il est encore grandement apprécié par la communauté.
Le nouveau Battlefront 2 qui vient de sortir est tellement populaire que pas mal de gens ont dit que si nous ressortaient l'ancien Battlefront 2 pour le même prix, tout le monde préférerait l'acheter. En vrai, vous pouvez l'avoir pour 5€ sur Steam, et si vous attendez Black Friday, vous pourrez l'avoir pour 50 centimes. Donc, je vois pas pourquoi si vous l'attendez. De toute manière, je pense que c'est pas cher payé pour un jeu qui vous donnera autant de satisfaction. Enfin, ce jeu est génial, quoi. Vous pouvez vous promener en vaisseau, tirer sur des gens. Enfin, de quoi vous avez besoin de plus? Non, mais vraiment, de quoi vous avez besoin de plus? Comme vous le voyez, les défenses de nos frégates ont été détruites. Ça, c'est en langue codée, ça veut dire votre frégate a été détruite, vous êtes nul. En vrai, parfois, ça semble assez bizarre de comme ça sauter dans un vaisseau, mais il arrive assez souvent que lorsqu'on veut sauter dans un vaisseau, et ben il n'y a actuellement pas de vaisseau dans lequel sauter, et vous êtes obligé d'attendre qu'un vaisseau apparaisse. Et là, si vous jouez en multijoueur, il y a un autre joueur qui court ultra vite et vous ne savez pas comment il fait pour courir aussi vite, et il vous pique votre vaisseau devant vous. Et comme l'autre il a mis des parties à 32 joueurs et qu'il n'y a pas suffisamment de place dans l'espace et pas suffisamment de vaisseaux, il y a la moitié des joueurs qui ne demandent rien à l'intérieur du vaisseau. En vrai, les IA, elles sont pas super tentées d'aborder les vaisseaux, donc souvent vous êtes seul à aborder les vaisseaux et c'est super énervant. Et lorsque vous posez votre canonnière, qui peut servir de poste de commandement dans le hangar ennemi, les IA reprennent la canonnière, essaient de sortir du hangar, s'écrasent contre le mur et vous vous retrouvez seul dans un vaisseau bourré d'ennemis qui savent pas viser. Et c'est très énervant quand vous voulez mourir. Là, comme vous le voyez, je fais exactement ce que tout le monde adore faire, c'est être sur un super Star Destroyer et détruire les tourelles avant qu'elles me détruisent. Et je tourne autour et je me balade. Le gros truc blanc en dessous de moi, c'est quelque chose que je peux détruire pour avoir des points, mais là je suis plus tenté de détruire des chasseurs taille qui passent et d'essayer de détruire ce canon à particules que j'arrive pas à voir parce que je suis daltonien. Bon, là notre point est détruit, on est réellement dans la merde. Un autre problème, c'est que les héros Jedi n'ont pas de première personne, parce qu'il faut avouer que la première personne avec un sabre dans un FPS qui a l'air aussi avancé, ça peut paraître totalement nul. Mais les vaisseaux non plus n'ont pas de première personne. Ce qui fait que vous êtes obligé d'être à la troisième personne. Et ça, c'est super énervant. Vous voyez? Qu'est-ce que je disais? Il a piqué mon vaisseau. Et maintenant, je me suis retrouvé ici à attendre qu'il y ait un nouveau vaisseau. Et je peux pas prendre un Y-Wing parce que j'en ai marre de jouer les bombardiers. Voilà. Bon, on peut toujours parler des vacances. Hein. Vous avez fait quoi pendant vos vacances? Non, mais il n'y a pas de vaisseau. Genre, tu vas vers la gauche, prends le Y-Wing, partez avec le Y-Wing, laissez-moi un vaisseau. Voilà. Bon, en haut, ils ont l'Empire à 101 points sur 200, on en a 89 sur 200, donc on est vraiment dans la merde. Ah ah. Bon, après, les IA, parfois, elles prennent du temps à décoller, donc on peut leur piquer le vaisseau. C'est toujours intéressant. Et là, cette bataille spatiale peut être intéressante parce qu'on va dire, oh, regardez, il y a des débris. Mais en vrai, c'est pas le pire. Le pire, c'est dans la campagne, où il y a une zone où il y a vraiment beaucoup de débris. Je pense que tout le monde aura déjà reconnu ce jeu, non? C'est l'un des FPS les plus légendaires de Star Wars, qui est Star Wars Republic Commando. Ça retrace l'histoire de Delta Squad, les squads Delta, des super commandos entraînés sur Geonosis qui vont dans les secteurs les plus dangereux de la galaxie pour accomplir des missions secrètes et, on peut pas dire discrètes, pour la République. Le jeu commence sur Geonosis et se finit sur Kashyyyk. C'est un jeu qui a été créé entre la sortie de l'épisode 2 et l'épisode 3 et qui se passe entre la sortie de l'épisode 2 et l'épisode 3, qui est le premier jeu à introduire Grievous, ce qui fait que lorsque vous alliez au cinéma après avoir joué ce jeu et que vous voyez Grievous dans son vaisseau dans l'épisode 3, vous étiez en train de tirer le bras de votre père en disant moi je l'ai déjà vu, moi je l'ai déjà vu, moi je l'ai déjà vu. Et même quand j'essayais de le tuer dessus, ben, il ne pouvait pas mourir. Et ça s'explique pourquoi, parce que c'est Obi-Wan qui est censé le tuer dans le 3, ça s'appelle un spoiler. L'histoire de jeu tourne autour principalement d'une conspiration entre des esclavagistes Trandoshan et les forces séparatistes pour s'emparer de la planète Kashyyyk. La première mission tourne autour de Geonosis, qui est cette planète dans la première, donc dans le 2, qui est le début de la guerre des clones. Et la seconde mission tourne autour de cette mission que vous voyez dans un vaisseau de la République déclaré disparu et qui est en fait un vaisseau fantôme qui habitait de sortes d'hommes lézards qui traînent de partout. Et la troisième mission est sur Kashyyyk, dans laquelle vous devez libérer le chef de la résistance Wookiee, le noble Tarful, que vous voyez à la fin du 3 avec Chewbacca au lieu d'Asbar. Réorganiser la résistance Wookiee et vous faire toute la guerre à vous tout seul. Ce jeu donc mettait en place une escouade qui sert pas à grand chose, mais en vrai c'est toujours utile qu'il se fasse tirer à votre place. Parfois vous pouvez tuer des gens, d'ailleurs c'est très intéressant quand tuer des gens. Là vous pouvez avoir vu, je crois que c'est Sev, oui, qui a tué quelqu'un. Ce jeu a été créé donc à la suite du 2 et les développeurs se sont dit il faut créer un jeu qui soit différent du film. C'est-à-dire dans le film on voyait le point de vue des Jedi, un point de vue épique.
Et il fallait qu'on présente un autre point de vue. Et donc ils ont décidé de présenter le point de vue des clones, qui est un point de vue plus glauque, plus noir de la guerre. Donc vous verrez dans le jeu un jeu qui est plus sombre, plus glauque, plus étrange, et qui vraiment vous met dans l'ambiance d'un soldat. Bon, ok, vous êtes un soldat qui s'amuse à tuer des centaines de millions de Trandoshan, ça lui pose aucun problème, mais voilà quoi. Dans ce jeu, vous avez aussi plusieurs armes. Vous avez votre blaster de base qui peut switcher entre un fusil sniper, un lance-roquette et un lance-grenade, votre pistolet de base. Des grenades, à savoir 4 types de grenades, des grenades qui explosent, des grenades qui font l'électricité, qui désactivent les boucliers, qui désactivent les droïdes. Des grenades qui aveuglent les gens, mais je crois pas que ça marche sur les droïdes. Et des grenades qui sont en fait des mines et qui sont super bien, puisque vous vont servir comme étant des grenades à impact. Vous les lancez et ça explose parce qu'il y a un ennemi juste au-dessus. Le jeu a aussi introduit la série Clone Wars. Pas la série de dessin animé, mais la série vraiment du film d'animation. Car ce jeu est vraiment présenté donc cet aperçu de clones, mais aussi c'est des squads de clones ultra sympathiques qui font tout le temps les blagues. Mais genre tout le temps les blagues. Et au fil de cette aventure, où vous allez, comme vous pouvez voir, avoir un essuie-glace surnaturel qui efface le sang ou les taches d'huile des monstres que vous tuez devant vous, vous avez des squads qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des blagues et tout ça. Du gaz toxique. Vos casques, soldats. Merci du conseil, mais on est bloqué ici maintenant. Je suis remonté à la source de cette transmission. Faites demi-tour et trouvez-la. C'était tout près de cette tourelle lance-roquette. Go. Esclavagiste. Cette signature de Trooper Clone vient d'un niveau inférieur. On peut actuellement demander au Larban de faire ça à votre place, mais c'est toujours plus classe. Je me mets en position. Ça va exploser. Le gaz les a achevés. Au moins on sait combien de... Allons-y soldats, sautez! Je passe devant. Où sommes-nous? Je change de mode de vision. Mais qu'est-ce que... C'est une blague ou quoi? Ok. Ça ne Quand rigole je vous plus. disais un univers Tendez glauque. là. La navette de largage Trandoshan est proche. Des droïdes de récup, tenez-les à distance. C'est donc à ça que servent ces droïdes de récupération. Quand je vous parlais d'un univers glauque, d'un univers sombre, c'est ça, tout le long du jeu. Ici, on peut Bon alors utiliser ces trucs la c'est des trucs infernales qui vous foutent le temps, qui sont impossibles à toucher, qui vous mettent super cher, qui peuvent tout coller à votre cache. Je pense que vous allez le voir à un moment quand ils vous collent à votre cache. C'est infernal, on a envie de s'en débarrasser. Voilà, ils veulent me faire un trou dans la tête et ils sont en train de me siffler mon bouclier, me siffler ma vie. Et je suis en train de mourir. Bon. Voilà, ça met l'ambiance. Comme vous le voyez, donc en plus que ce soit un jeu glauque, c'est vraiment donc le jeu qui a lancé Clone Wars. Clone Wars la série va s'inspirer de ce jeu, s'inspirer de tout ce que ce jeu a amené. Je reconnais ce truc. Va vraiment reprendre tout ce que le jeu a amené, et les clones super sympas, les clones qui font des blagues, les clones qui sont des super héros, mais à l'origine c'était une série pour enfants. Donc là c'est un petit switch, je sais pas couper une vidéo. Attention, il y en a... Comme vous pouvez le voir, j'ai un super fusil à pompe Trandoshan et je le switch contre une autre arme qui est le fusil à concussion, qui est une très bonne arme que vous voyez, vous pouvez actuellement la recharger, c'est à cause du moteur de jeu qui veut ça, mais cette arme n'a pas besoin d'être rechargée parce que c'est une batterie d'énergie donc chaque tir est toujours prêt. Mais comme le moteur de jeu l'exige, ils ont été obligés d'avoir un mode de rechargement pour changer son volume au milieu, c'est totalement con, mais bon, c'est leur moteur de jeu, ils doivent faire avec. Ce vaisseau est trop bien protégé. Il nous faut plus de puissance de feu. Alors si jamais vous avez eu l'occasion de jouer, vous connaissez quelqu'un qui a joué à République Commando, vous saurez que l'étoile en roquette c'est le truc le plus horrible. Quand il y a des roquettes, ça vous tue au moins de deux, vos coéquipiers ne savent pas s'en charger. Et lorsqu'ils montent dedans, ils ne savent pas l'utiliser parce qu'ils sont toujours placés à des endroits dans lesquels elles peuvent vous toucher mais ne peuvent pas toucher l'ennemi. Attention. Je suis en route, chef. C'est vraiment un jeu assez intéressant parce qu'il va nous plonger dans différents univers Star Wars, mais surtout des univers assez inédits, c'est-à-dire la planète Kashyyyk, on va la voir dans le 3, et mais surtout là on est à l'intérieur d'un croiseur acclamator, vous ne le verrez pas dans cette vidéo, mais plus tard notre escouade va monter à bord d'un STTT, un énorme tank qu'on voyait dans l'épisode 2, et qu'on va réapercevoir dans l'épisode 3. Là on est en train de détruire une navette Trandoshan, sur Kashyyyk on sera en haut de la boue, dans les tranchées, sur Geonosis on était même dans des canyons à affronter des Geonosiens qui sortaient de partout. Ça nous mettait vraiment dans l'ambiance d'être un soldat qui luttait contre absolument toutes les horreurs dans la galaxie, mais qui continuait son boulot tout en faisant des blagues. Comme vous pouvez voir, la direction artistique est vraiment pas ratée. Alors j'ai une résolution qui est pas super top, mais c'est moi qui fais comme ça. On voyait, donc comme vous voyez, on voit tout à la première personne à travers le casque.
Mais là, je peux pas. Comme vous le voyez, il peut pas s'empêcher de faire des blagues. Tire dans le dos. Là, ça s'appelle la tour à lance-roquettes, mais vous voyez, c'est l'apocalypse. Et les sortes de croix que vous voyez sur l'écran, je suis en train de vous pointer avec le doigt, ce qui est totalement stupide. C'est des points de bacta pour vous soigner, donc c'est super utile, surtout quand vous avez plus de vie, quoi. Oui, les ennemis arrivent à l'infini tant que vous n'avez pas accompli l'objectif. Et oui, parfois il peut y avoir des timers. Et oui, dans ce jeu, il arrive qu'à des moments, votre escouade décide de faire sauter un vaisseau avant actuellement d'en sortir, ce qui est totalement stupide. Mais ça vous donne l'impression que actuellement votre escouade apprend de ses erreurs. Ce jeu devait avoir une suite qui s'appelait Imperial Commando, dans laquelle vont jouer des commandants impériaux. Mais il était aussi prévu que, étant donné qu'à la fin, petit spoiler du jeu, notre coéquipier Sev quitte votre escouade, il est aussi question que lui rejoigne la rébellion et devienne le formateur des commandos de la rébellion. Donc, le jeu n'est jamais sorti parce que Lucas ça a été un grosso modo remanié. Pour finir sur ce jeu, je vais un peu parler plus de cette escouade, donc cette fameuse escouade de 4 personnes. Vous êtes 3 bits. On le surnomme boss, vous êtes le chef de cette escouade. On a 07 qui est un mec qui est pas si taciturne que ça, mais qui est un peu le James Bond, le mec super stylé, qui a un sniper, qui tire comme une mitrailleuse avec son sniper et qui tue plein de gens. On a 4-0 qui lui est taciturne, qui parle presque jamais. Et déjà dans cette mission, vous aurez tout un moment où vous allez parler tout seul dans un long monologue et qui a 4-0 qui vous écoute, qui vous dit oui c'est ça, parle toujours, moi je t'écoute assez bien. Et vous avez 6-2 qui est le mec qui fait tout le temps les blagues, qui adore vous faire sauter, enfin, c'est le pilote total. Mais c'est l'un des personnages que vous avez le plus apprécié. Ouais, c'est bon. Le vaisseau est nettoyé. Bonjour à tous, je m'appelle Pagani77. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu nommé Farming Simulator 2017. C'est un jeu de gestion d'une ferme où le but est de gérer sa propre ferme avec des outils comme des tracteurs, des abatteuses et tout ça. Alors là, nous sommes en train d'ensemencer un champ avec de l'herbe pour pouvoir ensuite le couper. Il y a énormément de champs dans Farming, il y en a à peu près une trentaine sur cette map. Les graphismes sont plutôt bien faits, je trouve, comme la salissure, la poussière, la boue. Là, nous sommes en train de voir un petit Newland T9 avec roue jumelée. La luminosité est extrêmement bien faite. Le personnage aussi, on peut créer son personnage comme notre envie. Imaginons qu'on veut lui mettre une veste bleue, on le peut. Et donc ce jeu a été créé par Giant Software, un créateur de jeux allemand. Il y a un mode multijoueur et un mode solo. On peut aussi mettre sur des serveurs nos maps. Et il y a un truc par contre que j'aime bien, c'est le pot d'échappement. La fumée est extrêmement bien faite comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de relief, le jeu est bien fait. La poussière est bien gérée. Bon, sur Mac, il coûte 49 €. C'est le seul petit inconvénient. Il va y avoir la version 2019 qui va bientôt sortir vers fin 2018. C'est-à-dire dans bientôt, que ce jeu va sortir. Il y a plusieurs types, on peut faire de l'agriculture, on peut faire du bois, on peut gérer sa propre ferme et tout ça. Il y a aussi beaucoup de modes, il y a comme vous pouvez le voir en haut à droite, j'ai plus de 9 milliards d'euros. C'est grâce à un mode qui te permet d'obtenir énormément d'argent à l'infini. Il y a aussi des tracteurs en mode, des ensemenceuses,
et tout ça. Par exemple, en bas à droite, vous avez une petite pompe à essence avec un petit réservoir. C'est un mode qu'il rajoute, tout comme au niveau du 14. Il y a une barre en verte en haut à droite du 14, tandis qu'en bas à gauche, il y a une barre verte jaune. C'est aussi un mode qu'il rajoute. Alors ici, nous allons parler des vaches. Il y a plusieurs types d'animaux. Les vaches sont entre nous extrêmement bien modélisées. Regardez, voici l'herbe, les vaches, les barrières. On peut sauter au-dessus des barrières et les vaches sont très bien modélisées. Le bruit est sympa, la lumière aussi est sympa. Et voilà. Elles ont été très très bien faites car on a pu voir sur l'image d'avant que le ventre pouvait bouger. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir, les moutons pour faire de la laine, ce que je vous conseille vivement si vous voulez jouer, parce que les moutons permettent d'avoir de la laine qui se revend extrêmement cher, mais par contre il va falloir faire de l'herbe et de l'eau. Les moutons il y a plusieurs types de moutons, blancs, rouges, noirs et tout ça. Ils bougent très bien, comme vous pouvez le voir. C'est bien fait car ils pouvaient bouger saccadément, mais ils ont préféré les faire bouger normalement. Il y a aussi les cochons, comme là, les petits cochons qui ressemblent vaguement à Peppa Pig. On ne sait pas pourquoi. Et la physique est très mal faite, car on peut monter sur les animaux, comme je vais vous le montrer. Voilà, je suis sur un animal, l'animal ne bouge pas, ne fait rien, il continue à manger quelque chose qu'on ne sait pas. Il mange de la terre. C'est sympa. Il cherche vert peut-être. Alors on peut aussi faire de l'herbe. Avec là nous avons un petit équipement Newland avec un Massey Magnum. Et donc voilà. Par contre, attention à vous, cela fait beaucoup de bruit et consomme beaucoup de carburant. Donc si vous faites de l'herbe, prévoyez que ça va. Certes, l'équipement est très cher. Par exemple, je crois que la faucheuse à l'avant, la plus petite, coûte 23 000. Mais par contre, il va falloir, si vous voulez reproduire cet ensemble, un bon tracteur, parce que cela va consommer énormément de chevaux et est plutôt dur à manier à cause des bugs. Et aussi, vous allez le voir plus tard, un bug qui est très embêtant. Mais l'avantage au moins de ça, c'est que ça peut vous rentabiliser de l'argent facilement. Mais si vous voulez bien le faire tourner, il faudrait faire un champ tout en entier d'herbe. Alors grâce à ça, grâce à l'équipement que j'ai pu faire, on peut couper sur 4 rangées, comme je le dis, 4 rangées d'herbe, ce qui nous fera qu'on aura 4 traînées, ce qui va nous permettre de couper un peu plus vite. Mais par contre après il va nous falloir un endaineur, oui, pour pouvoir rassembler tout et pour pouvoir remonter. L'herbe peut être coupée strictement partout. Comme là par exemple, je peux couper l'herbe au niveau de la montagne. Voilà, l'herbe a été coupée. J'ai fait mon travail. Mais par contre, merci les bugs. Regardez la petite faucheuse à l'avant. Et ben elle est restée bloquée en position haute. On ne sait pas pourquoi. Mais ce qui est énervant, c'est qu'elle ne joue plus son boulot et elle est buggée. Totalement. Et je ne peux pas la débugger. Donc là par exemple, là elle est levée. Elle est levée et quand elle est baissée, bah, elle reste comme ça. Bon, comme vous pouvez le voir en bas à droite, la consommation est aux alentours des 60 litres heure. Donc va falloir prévoir le porte-monnaie pour ça. Mais je trouve que l'herbe est très vite rentabilisée. Donc nous allons passer à la suite. La suite qui est l'ensilage.
L'ensilage, si on le prend avec une ensileuse, certes ça coûte extrêmement cher. L'ensileuse est aux alentours des 300 000 et la benne aux alentours des 50 000 et la barre de coupe aux alentours des 12 000. Ceci va coûter extrêmement cher, mais l'ensilage rapporte beaucoup. Et puis par contre, niveau carburant, ça consomme énormément. Encore plus que l'herbe, mais ça rapporte beaucoup plus. Par exemple, en moyenne, je crois que les 1000 litres d'ensilage doivent être pris aux alentours des 900 000. Et comme vous pouvez le voir, l'ensilage est extrêmement bien fait. La buse est bien formée et tout ça. La Niolande est bien faite. La fumée aussi. Et quand on coupe l'ensilage, c'est bien fait car il pourrait directement avoir fait un truc où on n'a pas, par exemple, là, regardez. On coupe pas l'ensilage à droite de la barre de coupe, il n'y a pas d'ensilage à droite. Elle n'est que sur les endroits où on coupe l'ensilage. Ce qui, ça, est bien fait. Car ils auraient pu éviter de s'embêter et faire un truc tout moche, mais non, ils ont préféré faire un truc bien fait. Alors, nous allons faire encore le retour du champ numéro 17 pour ensuite passer à autre chose. Mais d'abord, nous allons parler un peu de tout ça. L'ensilage doit être repris aux alentours des 1000, tandis que l'herbe, elle, ça doit être aux alentours des 200-300, pas plus. Le mieux, je préconise la laine qui, elle, est reprise aux alentours de 12-13 000. En forte demande, elle peut grimper jusqu'à 15 000. Moi, une fois, j'ai eu 16 500 en forte demande. Ce qui était extrêmement pratique pour se faire énormément d'argent. Mais attention, après la forte demande passée, le prix descend énormément. Bon, nous allons ensuite passer à autre chose. J'aimerais préciser dans cette vidéo qu'il y a un easter egg. Le premier qui me l'annoncera en commentaire aura une dédicace à la prochaine fois. Alors, nous allons parler des véhicules qui sont indestructibles. Regarde, là, je saute. Le véhicule, normalement, est détruit à l'arrivée. Comme là, l'ordi a failli bugger totalement. Le véhicule est complètement détruit, mais non, il repart, il a rien de rien du tout. Donc, ça, c'est pratique si l'on veut faire des sauts et tout ça, mais si on veut jouer un peu RP, c'est-à-dire comme dans la vie, c'est pas très facile. Et là, regardez, je viens de me prendre un arbre, le véhicule a strictement rien. Bon, le petit logo, n'y faites pas attention, c'est ma souris qui a encore bugué, que je vais tuer. Alors, on va peut-être s'en refaire un. Donc, par exemple, ceci est totalement irréel, regardez. Hop là, un petit saut et tout ça. Donc voilà, rien n'est réel. Alors, je vous montre où nous sommes. Nous sommes au niveau du champ 14 et à vous de trouver l'easter eggs. Donc, nous allons bientôt passer à la suite. Allez, à tout de suite. Nous passons à la suite immédiatement. Alors, la seule façon de détruire un véhicule dans ce jeu est de le mettre à l'eau. Comme cela, regardez, il nous dit ne vous enfoncez pas trop. Mais bon, grâce à un mode, on peut rouler sous l'eau. C'est un mode qui est extrêmement pratique. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais un mode le permet. Me demandez pas, c'est Farming qui l'a créé. Regardez, je m'avance et là, pas de message. Tiens, c'est bizarre. Allez hop, on continue. Et ben non, regardez. On peut rouler et ce qui est très bien fait, c'est que Giant a même modélisé sous l'eau. Car ils auraient pu faire un fond plat, mais non, ils ont préféré faire des collines et des dunes. Donc si vous voulez faire une course un peu bizarre, je vous conseille, désolé, de le faire dans ces dunes. Ça donne un petit effet stylé. Et puis c'est un peu plus difficile car regardez, voilà, il y a des dunes un peu partout. Et donc c'est beaucoup plus difficile. Bon, nous allons passer à la suite. Alors là, nous allons parler d'une machine que vous avez normalement vue plus tôt.
Donc là, il y a un mode qui permet de tirer. Comme là, par exemple, avec ce pick-up, on peut tirer un CAS IH. Ce qui peut être très sympa si vous voulez faire une course en tirant des véhicules, car c'est extrêmement dur à manœuvrer, car au-dessus des 60 km/h, le véhicule fait strictement n'importe quoi et va dans tous les sens. Donc, voilà. Et puis, si vous arrivez à aller à la vitesse max, bonne chance. Donc là, nous allons parler des modes un peu bizarres. Oui, car il y a des modérateurs qui se sont dit, tiens, on va faire des modes bizarres. Comme là. Là, par exemple, nous avons un cheval. On ne sait pas pourquoi, il y a un cheval qu'on peut contrôler, qui fait des vrais bruits. Mais c'est sympa d'avoir un petit cheval et tout ça pour se détendre. On ne sait pas ce qu'il vient faire, mais on a un cheval. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont dit, tiens, on va mettre un cheval. Donc voilà quoi. Là, on a le cheval qui marche bizarrement entre nous. Il a peut-être mangé une petite sac à danse. Il essaye de danser, on sait pas. En tout cas, il peut manger, il peut boire. Et encore cette fichue souris. Donc, il peut manger, il peut boire et tout ça. C'est sympa. Donc, nous allons passer à la suite car on ne va pas attendre. Bon, maintenant que ma souris est rétablie, on va passer à la suite. Alors, voilà. On peut aussi aller plutôt vite, 32 km/h. Et il y a un drone. On ne sait pas pourquoi, ils se sont dit, on va mettre un drone. Donc, nous avons un drone qui peut voler et tout ça. Voilà. Tiens, on a failli couper le cheval d'ailleurs. On va lui faire une petite coupe. Donc, nous avons un drone et entre nous, franchement, niveau consommation, 34 litres heure, c'est un peu beaucoup pour un drone. Ils ont mis un moteur V12 ou ils ont mis un kit nitro, mais on ne sait pas. Mais 34 litres, ça fait beaucoup. Donc, voici le petit drone Phantom 2, qui est plutôt bien modélisé. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Essayez de me dire qu'est-ce qui est l'Easter eggs et dites-le moi dans les commentaires. Alors, le premier à le dire aura une dédicace à la prochaine fois. Et à plus, c'était Pagani77 et je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt.